C'est parti! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles, où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Fanny Nussbaum. Bonjour Fanny! Bonjour Cécile. Donc Fanny, tu es docteure en psychologie et chercheuse en neurosciences à l'Université de Lyon en France. Tu t'es spécialisée dans le domaine de l'intelligence, du développement des potentiels et de la performance et tu consultes par téléphone. Et tu as également écrit plusieurs ouvrages, donc Les philo cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement, Les secrets des performants, Le cerveau sous hypnose, donc voilà, Le secret des performants, C'est sorti en poche. voilà, toujours aux éditions Odile Jacob, le cerveau sous hypnose et L'art de l'excellence. Et donc, ils sont aux éditions Alésio. Alésio. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous sommes bien dans le thème puisque tu viens nous parler de l'intelligence que nous allons explorer ensemble. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que d'abord, ça me montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis en plus, ça me permet de développer la chaîne. Mais revenons à toi, Fanny. Je vais te laisser te présenter et puis également nous expliquer, si tu veux bien, ce qui t'a conduite à t'intéresser à ces sujets. Ok. Bon, alors pour la présentation, tu as fait déjà l'essentiel. Je pourrais ajouter que donc je fais de la recherche par IRM cérébrale donc à l'Université Lyon 1. Donc ce sont des recherches où j'étudie notamment ma dernière étude où on a avec mon équipe analysé, observé le cerveau de plusieurs personnes performantes sur le plan pécuniaire, sur le plan financier. Je pourrais t'expliquer pourquoi on a choisi ce critère-là. C'est vraiment des questions scientifiques et pragmatiques, parce que c'est simple pour nous. Mais voilà, et donc on a comparé ces données, les données d'imagerie cérébrale avec la rémunération et avec le QI qu'on a fait, le test de QI qu'on a fait passer à tout le monde. Et voilà, on a eu des résultats qui étaient vraiment hyper intéressants. Et par ailleurs, eh bien, j'écris des livres, ça tu le sais, et je fais des formations et des conférences en plus de ma pratique clinique. Je propose des formations et des conférences toujours sur les mêmes thèmes, globalement, intelligence, excellence, performance. Voilà. Et pourquoi, pardon, je n'ai pas répondu à la suite de la question, pourquoi je me suis intéressée à ça. Bon, c'est presque une question psychanalytique. Je dirais que j'ai fait ma thèse sur l'hypnose et la douleur chronique, parce que l'hypnose, c'était mon premier outil. Depuis toute petite, je pratiquais l'hypnose, je suis vraiment presque née dedans. Donc après, j'ai appris à pratiquer l'hypnose moi-même pour mes patients, et puis pour mes proches aussi, et pour moi-même. Et donc voilà, naturellement, j'ai fait ma thèse sur l'hypnose et sur la douleur chronique. Et en fait, en même temps, j'avais travaillé à la fac. On était deux étudiantes dans mon DESS à l'époque, puisque je suis vieille. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 2. C'était un DESS. Et donc, à l'époque, on nous avait proposé, les éditions du Centre de psychologie appliquée, ceux qui produisent le test de QI. On était deux étudiantes à avoir accepté de participer à l'étalonnage de la VICE 3 à l'époque, donc d'une des échelles de l'époque pour les adultes. Et puis ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on nous donnait la mallette qui coûtait très cher et qui coûte aujourd'hui encore très cher, la mallette de test. Et donc, j'ai commencé comme ça ma pratique en faisant passer des tests, et en même temps, j'avais ma thèse, etc. Et je me suis très vite rendu compte que je préférais la dimension de l'augmentation de l'individu plutôt que la dimension pathologique. Et qu'en fait, j'avais bizarrement, le sujet de la douleur chronique est toujours un sujet qui m'intéresse énormément, mais j'avais pas envie d'être toujours dans ce pathos, d'avoir ces énergies-là, j'avais plutôt envie d'être quelqu'un qui accompagne des gens qui sont bien, et bien, je veux dire bien dans leur basket, et qui, pour les aider à être des personnes plus
plus belle, plus grande, plus forte. Alors après, j'espère que ça ne se juge pas. Pour moi, c'est vraiment une question de En tout goût cas, et de je comprends très très bien. meilleur pour accompagner. Oui, tu comprends. Parfaitement. Merci. Ouais, c'est aussi, tu vois, je suis aussi admirative des gens qui accompagnent les douleurs chroniques ou d'autres types de pathologies parce que ça demande d'absorber au quotidien vraiment un gros pathos. Et moi, je ne me sentais pas. Je pensais que en tout cas, non seulement pour moi, mais pour mes patients, que je serais meilleure pour augmenter les gens. Et je reviens parce que tu nous as mis en appétit avec l'étude dont tu parlais sur la corrélation entre la performance dans des domaines spécifiques comme les finances et le QI. Ça, ce sont des résultats, des conclusions qu'on peut lire dans un de tes livres ou qui sont à venir? Dans une étude qui a été publiée. Comment elle s'appelle mon étude? C'est un nom barbare en anglais, parce que tu sais, ce sont des études scientifiques qui sont... donc ça a été publié dans une revue scientifique internationale qui s'appelle Brain and Connectivity. Et j'imagine que je pourrais donner pour les personnes qui nous suivent le lien vers je ne sais pas s'il est en open access. On dit open access chez nous pour savoir je ne sais même pas s'il est en open access, je ne suis pas sûre. Mais voilà, ça a été publié là. Donc, on a des résultats qui ont déjà été communiqués, qui sont vraiment incroyables. Je ne sais pas si je t'en parle. Ah bah avec plaisir, oui. Eh bien, en fait, donc, je te le rappelle, donc on a mis dans l'IRM 60 sujets. Ces 60 sujets donc, qui étaient âgés de 25 à 55 ans. Ces 60 sujets, on leur a demandé leur rémunération. On a fait un rapport salaire-rémunération sur âge, parce que évidemment, ce n'est pas la même chose de gagner 5 000 € par mois à 25 ans, c'est vraiment une performance, alors qu'à 55 ans, c'est très bien, mais ce n'est pas considéré comme la même performance. Ce rapport salaire sur âge, on l'a comparé à nos données d'IRM, donc c'était un biais quand même, je plaisante, mais parce qu'on a fait, les gens devaient être super sympas. Il y a un biais de sympathie parce qu'ils devaient rester 50 minutes dans la machine. Donc, tu vois, en faisant pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de stimulation. Donc, vraiment que des gens vraiment chouettes. Donc, on a comparé nos données d'imagerie cérébrale au rapport salaire sur âge et aux données de QI. Donc, on leur a fait passer un test de QI par ailleurs et on a comparé tout ça. Donc, le premier résultat qu'on a eu, c'est sur le plan psychocomportemental. Et ben, on a vu que cognitif, on a vu qu'en fait, il n'y avait pas aucune différence significative entre les gens qui avaient les meilleurs résultats sur le plan pécuniaire et les gens qui avaient de moins bons résultats ou une moins bonne rémunération. Ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Exactement, ça n'est pas du tout lié au QI. On a tous nos chances. En tout cas, dans notre étude, il y a d'autres études ou évaluations qui te diraient l'inverse, mais voilà, ça peut se discuter. On pourrait discuter de chaque point, évidemment, pendant des heures, mais en tout cas, dans notre étude, on a trouvé qu'il n'y avait pas de différence. Ensuite, eh bien, au niveau de l'imagerie cérébrale, on a eu un résultat qui était très, 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 très intéressant. C'est que ceux qui étaient les plus performants sur le plan pécuniaire ont montré une énormément plus importante modularité cérébrale que ceux qui étaient les moins performants sur le plan pécuniaire. Et ça, la modularité cérébrale, pour le dire vraiment très, très, très rapidement, c'est ton inconscient, ton inconscient cérébral cognitif qui va traiter les informations pendant que toi, tu te la coules douce. Par exemple, si tu as, c'est sûr que tu as appris à marcher probablement autour d'un an, un an et demi. Eh bien, quand tu as appris à marcher, ça t'a demandé beaucoup d'énergie.
Et ça t'a demandé de réfléchir, même si tu étais toute petite, mais ça t'a demandé d'avoir une sorte voilà, de grosse concentration à ce moment-là. C'est pour ça qu'après, tu partais faire 3 heures de sieste quand tu avais fait 2 pas parce que c'était très coûteux sur le plan énergétique. Et aujourd'hui, maintenant que toutes les connexions sont faites et que ça va bien, que tu n'as plus à réfléchir au sujet, bah, tu n'as pas besoin de repasser, comme on dit, en préfrontal, c'est-à-dire de repasser par le raisonnement, par quelque chose de coûteux sur le plan énergétique, pour te dire que tu dois mettre un pas devant l'autre ou monter une marche. Tu peux monter une marche en même temps que tu parles et que tu manges un sandwich. Ça ne te coûte pas d'énergie. Eh bien, ça, c'est la modularité cérébrale. Ce sont des petits modules qui sont spécialisés, qui ont bien appris leur boulot et qui sont assez automatisés et qui peuvent et qui te font avoir des réactions presque réflexes, on pourrait dire, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est automatisé. Eh bien, chez les performants, on a cette modularité cérébrale qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'ils sentent plus facilement ce qu'il faut faire, mais enfin, c'est pas tant qu'ils le sentent plus, c'est qu'ils écoutent beaucoup plus cette intuition, cette modularité cérébrale, ils l'écoutent beaucoup plus. Ça veut dire que si toi et moi, disons qu'on n'est pas performante, même si je sais que tu es très performante, si toi et moi, on rencontre quelqu'un et que ce quelqu'un, sa tête ne revient pas, eh bien, on aura tendance, nous, à passer en préfrontal, c'est-à-dire à nous dire « Ah, mais je ne le sens pas, mais c'est parce que je ne suis pas bien aujourd'hui, ou parce qu'il me fait penser à telle personne, mais probablement qu'il n'est pas pareil que cette personne, etc. etc. » Donc, on ne va pas écouter cette modularité cérébrale qui a eu l'habitude de rencontrer tel type de personne et qui nous dit « Attention, warning, cette personne, elle n'est pas bien pour toi. » On ne va pas l'écouter, on va repasser en préfrontal. Et on va probablement prendre la mauvaise décision de continuer la relation, de faire un effort, etc. Et souvent, on se dit, j'aurais dû m'écouter, en fait. C'était pas la bonne personne pour moi. Eh bien, les performants, eux, directement, ils vont sentir et agir. La modularité cérébrale va leur dire, attention, warning pour telle opération financière ou telle... Et tout de suite, ils vont s'en retirer. Ou alors, au contraire, vas-y, et ils vont vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on y aille. Il faut que je prenne cette décision. Il faut que j'ouvre une boîte qui vend des petits pots de yaourt, je ne sais pas. Il faut que je le fasse. Et ils y vont et ils se lancent. Et la plupart du temps, ils ne se trompent pas. Mais alors, ce que moi j'aurais appelé de l'intuition, en fait, c'est de l'automatisation, c'est un process automatique de la mémoire? Et oui, mais tu peux l'appeler intuition parce que ça reste de l'intuition. C'est simplement l'intuition, c'est de l'automatisation. Et puis, il y a une équipe super, comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Beaty, B-E-A-T-Y, est alter, et ses coéquipiers. Je ne sais plus où ils sont, je crois qu'ils sont en Angleterre, mais je ne suis pas sûre du tout de ce que je dis. Et donc, cette équipe a montré notamment que dans les processus, non, c'est sur la créativité, peut-être que je dis une bêtise, pardon, si c'est pas ça, je sais plus si c'est, donc en tout cas, sur Béatrice, c'est la créativité, je pense que c'est pas le bon, tu m'as comprise, le bon nom. En tout cas, il y a une super équipe qui a montré que l'intuition, en fait, quand tu as un processus intuitif, tu chantes le préfrontal, tu passes pas par le préfrontal. Ah, d'accord. C'est vraiment le propre des performances sur le plan lumière, mais aussi le propre de tous les gens qui sont intuitifs. Et cette modularité là dont tu parlais, est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer, je sais pas, avec le temps, par la pratique, ou c'est quelque chose d'inné et puis ça bouge plus? Il y a peut-être autre chose. Là, on entre dans le vaste sujet de l'épigénétique. Je sais pas, est-ce qu'il faut que j'explique l'épigénétique? Peut-être, oui. Juste, pardon Fanny, peut-être juste rapprocher un tout petit peu le micro, peut-être pour avoir un son un peu plus fort, si tu veux bien. Et comment je peux faire ça? Ah, voilà, impeccable. Voilà, mieux ça? Oui, c'était bien. Je vais retomber petit à petit, alors il faudra que tu me le rappelles, s'il te plaît. Voilà, on t'entend bien. Tenir. Voilà, là, ça sera mieux. Ok, je ne sais pas si... Oui, non, il est ok pour moi. Donc, bon, si ça va, même si je parle doucement, ça fonctionne. Et là, je t'entends très bien, ouais. Alors, ça va. Donc, tout va bien. Donc, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le fait que tu vas pouvoir transformer l'expression de tes gènes
ici et maintenant, et ensuite transmettre cette nouvelle expression génétique à ta descendance. C'est un truc de folie, en fait. Ça veut dire qu'en fait, l'inné, pour beaucoup de choses, l'inné, c'est de l'acquis dans des générations précédentes. Je m'explique. Si dans ta vie, tu as développé une peur énorme, tu as un traumatisme énorme par rapport à une peur que tu as eue et qui revient toujours dans ta vie, qui est vraiment hyper importante. Eh bien, je ne sais pas, une peur qui va être liée à quoi je vois des arbres dehors, alors on va dire un arbre. Vraiment, je te dis n'importe quoi. Un jour d'orage, tu as vu un arbre, il a failli tomber dessus. Et voilà, et donc tu as développé cette peur et depuis, tu as une phobie des arbres et tu ne marches plus jamais à côté d'un arbre. Truc de folie. Eh bien, tu vas développer cette peur-là, cette phobie quand tu vas t'approcher des arbres. Et quand tu vas procréer, il est possible que tu transmettes cette expression génétique-là. En fait, c'est pas que tu as un gène une fois pour toutes qui va être là ou disparaître. C'est que ce gène, soit il va s'exprimer, soit pas. En fait, il y a dans la génétique, donc tu sais que l'ADN, on peut l'imaginer comme une grande chaîne ou un grand fil. Et donc, ça va être autour d'une bobine qu'on appelle un histone, une histone, pardon. Et l'histone, donc l'ADN, comme ça, va être enroulé autour, mais de façon un peu anarchique, un peu n'importe comment. Et si il y a un processus qui s'appelle la méthylation, alors ce gène ou cet ADN ne va pas s'exprimer. C'est comme si vraiment c'était hyper serré autour de la bobine. Et ça ne va pas s'exprimer. Et au contraire, si tout d'un coup, cette peur des arbres, elle s'exprime, alors il va y avoir un processus d'acétylation. Et l'acétylation, ça va faire que tout ce fil, il va s'exprimer davantage, il va être plus lâche, il va s'exprimer davantage. Et ça, cette acétylation, méthylation, et ce gène exprimé ou inhibé, eh bien, tu peux le transmettre à ta descendance. Ce qui veut dire que quand tu vas procréer, eh bien, ton enfant, il peut naître avec cette expression génétique, naître naturellement avec une peur des arbres, de passer à côté des arbres. Je vois vraiment cet exemple. Avec une peur de... vrai, d'ailleurs, c'est rigolo. Comment? Qui m'est arrivé vraiment, moi, il y a à peu près un an, j'ai failli me faire écraser par un arbre qui est tombé suite à... il y avait beaucoup plu, il y avait du blague. Incroyable! J'étais en voiture et c'est passé à 1 mètre. Donc voilà, tu as choisi un très bon exemple. Eh ben, je ne sais pas si c'est l'intuition. Je suis vraiment tout à fait ravie de mon inconscient cognitif. Voilà. Merci à lui de m'avoir donné ce tuyau. Voilà, donc ça te parle. Bien voilà, là ça t'est arrivé l'année dernière, je ne sais pas si tu as eu des enfants entre l'année dernière et aujourd'hui, c'est possible que non. Mais en tout cas, si ça avait été le cas, eh bien, tu auras pu leur transmettre, si ça avait été très fort en toi, cette expression génétique de cette peur des arbres, par exemple. Et donc, je ne sais plus du tout quelle était la question. C'était l'épigénétique, en fait, pour expliquer l'épigénétique et le lien, en fait, sur par rapport au cerveau, ce qui avait été observé sur la modularité des cerveaux, le lien entre le QI, par exemple, des performants en finance. Je me demandais si on pouvait travailler la modularité. Voilà, si c'était inné ou pas. Voilà, et bien, donc, et je te disais, les deux, en fait, on peut la travailler. C'est-à-dire que si tu travailles ta modularité, c'est-à-dire si tu t'entraînes à l'intuition, comme je le fais, et je suis très, très, vraiment, encore une fois, très contente de moi à cet instant précis, et bien, il faut t'entraîner au quotidien, à sentir les choses, à avoir tes capteurs hyper ouverts. Et quand tu as un signe de quelque chose qui te parle ou qui ne te parle pas, il faut que tu l'identifies et que tu agisses directement, que tu t'empêches de passer par le rationnel pour agir. Ça, c'est très difficile, surtout chez nous les Français, hein, de s'empêcher de rationaliser et de décortiquer les choses. Mais c'est comme ça qu'on s'entraîne à la modularité. Mais en effet, il y a des gens qui naissent avec une facilité dans la modularité cérébrale, qui naissent naturellement avec plus de modularité cérébrale que les autres. Donc,
C'est pour ça que ce sont les deux. Et est-ce que la modularité cérébrale, c'est la même chose que la mémoire automatique? La mémoire automatique, c'est-à-dire que ce que tu sens, oui, par rapport à Ce qu'on m'avait expliqué, par exemple, quand avec c'est Joël Guillon sur l'excellence opérationnelle, que de ce que j'avais compris, c'est que la mémoire automatique, c'est aussi ce qui permet d'identifier les serial killers, parce qu'on a tous des processus voilà, qui nous caractérisent et qui sont aussi singuliers qu'une empreinte digitale. Et que ça a été rapporté dans le domaine du professionnel pour justement étudier ce qu'on fait de manière complètement automatique, de façon totalement naturelle et qui nous rend performants. Et donc, ça passe par cette mémoire automatique. Donc, je me demandais si c'était la même chose. Ça ressemble, c'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup en commun. C'est-à-dire que dans ce que tu décris de la mémoire automatique, je ne connaissais pas, je pense que ce sont les universels, c'est-à-dire tu sais que si quelqu'un sourit, il va plutôt être de bonne humeur, et si quelqu'un fait les gros yeux, il va plutôt être de mauvaise humeur. Ça, c'est universel, je pense que tu retrouves ça partout dans le monde, sauf si c'est un sourire avec les dents, je crois que les Asiatiques n'aiment pas ça, c'est plutôt un signe d'agressivité. Mais oui, je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble. Mais, on a des universels. Et donc, probablement que ce que Joël Guillon appelle la mémoire automatique, c'est plutôt de sentir naturellement ces universels qu'on a tous implémentés en soi, ces universels. Et en effet, eh bien, de façon épigénétique, probablement, on réagit dès la petite enfance déjà à ces universels. Et alors, ce que tu nous as expliqué sur l'épigénétique, là, ce que je trouve passionnant, du coup, j'aimerais bien savoir quelle est ta vision globale de l'être humain. Qu'est-ce que tu englobes dans l'être humain et qui peut derrière conditionner notre intelligence? Alors, c'est une question philosophique, en fait, ce que j'englobe dans l'être humain. Je pense que quand je ne sais même pas si ça, je sais pas si c'est ta question, mais en tout cas pour moi, ça amène à la question de Dieu, pratiquement. Oui, en fait, c'est-à-dire dans ta vision globale de l'être humain, est-ce que c'est une vision physique et cognitive ou est-ce que tu inclus, oui, en effet, peut-être des choses plus subtiles qui peut être le rapport à Dieu à la fois ou voilà, à d'autres dimensions. Pour toi, est-ce que ça passe sinon essentiellement par le cerveau, les neurosciences, est-ce qu'il y a aussi la biochimie du corps? Enfin voilà, qu'est-ce que tu intègres dans toutes ces composantes qui peuvent influencer la structure de notre intelligence? Je pense que tous les animaux, particulièrement les mammifères, bon, j'englobe évidemment oui, la biochimie, la neurophysiologie, enfin, l'humain est composé de tout ça, et de ces émotions qui sont aussi de la biochimie, le microbiote fait partie de pourquoi on agit, nos gènes sont plus que millénaires, ils sont beaucoup plus, ils sont pratiquement éternels, puisque nous sommes transporteurs de nos gènes, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui nous guident, qui nous font agir comme on agit au quotidien, puisque eux se transmettent d'une génération à l'autre, donc ils sont pratiquement éternels, et nous sommes finis. Alors, donc voilà, pour moi, ça pose la question comme ça. Donc l'humain fait partie du vivant, et le vivant fait partie de quoi? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Après, ce que je peux dire, je ne sais pas si c'est en lien avec ton sujet, mais c'est que je ne crois pas en un Dieu anthropomorphique, en ce Dieu avec une barbe qui va lire dans nos esprits pour savoir si on a des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, etc. Ça, je n'y crois pas une seconde. En revanche, je ne suis pas athée dans le sens où, pour moi, c'est une évidence qu'il y a quelque chose au-dessus, que certains appellent l'univers. Et donc, je pense que le vivant est organisé à une forme de conscience qui est complètement différente de notre conscience à nous, d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Je crois qu'il y a une grande conscience du vivant, et que cette conscience, elle nous fait agir sans s'en rendre compte. Parce que
En fait, c'est aussi dans certaines visions holistiques de l'être humain. L'humain, c'est un corps, mais c'est aussi une énergie. Donc, on peut aussi appeler éthérique ou énergétique. Après, il y a un plan qui est le plan des émotions, donc l'astral, le plan mental, le plan de la pensée, le plan d'un soi supérieur ou d'une conscience ou de l'âme, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et, euh, et en fait, dans ces dimensions, les pensées influencent les émotions qui vont influencer la chimie et la biologie du corps. Donc ça peut être une vision. Est-ce que toi, c'est une vision qui te parle ou alors on est vraiment, c'est le cerveau, les neurosciences qui aussi qui vont conditionner peut-être une personnalité ou un mode de fonctionnement Non, euh, en fait, je crois vraiment que tout est dans tout. C'est-à-dire que, en effet, les pensées vont je sais pas, je ne me souviens plus si c'était en off, mais je crois que c'était en off que tu m'as parlé d'Amy Cuddy. Les études d'Amy Cuddy, par exemple, montrent que si tu fais une power pose, je vais essayer de pas. Voilà, si tu fais une power pose comme ça, et, rien que ça, en 3 minutes, pam, tu as un pic de testostérone. Bon, bah, ça montre bien que simplement tes pensées, parce que si tu fais comme ça, mais pour soulever un truc et pour le mettre dans ta bibliothèque, tu vois, ça marche pas. C'est vraiment juste si tu fais comme ça et que tu imagines la victoire en signe de victoire. Et donc, forcément, ce sont tes pensées qui font que tu as ce pic de testostérone et pas réellement le geste. Donc, évidemment que les pensées ont une grosse influence sur le soma, sur le corps. Donc ça, il n'y a pas de doute. Enfin, je peux te citer des tonnes d'études. Je donnais autrefois des cours de neuromarketing. Voilà, on s'amusait, il y avait des études sur Pepsi et Coca. Donc, je donne à des personnes un verre de Coca et un verre de Pepsi à goûter, mais sans mettre l'étiquette, eh bien, la majeure partie des gens vont préférer le Pepsi. Mais en revanche, si je leur donne deux verres de Pepsi en mettant sur un verre l'étiquette Coca et sur l'autre l'étiquette Pepsi, la majorité va préférer le Coca. Et pourtant, ce ne sont pas des gens, enfin, c'est toi et moi, enfin, je pense qu'on se serait fait avoir de la même façon. C'est simplement qu'on est influencé, nos pensées, ce qu'on va anticiper, a une grosse influence sur notre corps et sur la façon dont nous pensons au quotidien. Et ça pour tous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas libres, il n'y a aucune liberté en réalité chez l'humain. Ce sont juste des conditionnements qui vont faire qu'on va agir comme ci, comme ça. Si tu es fatigué, tu vas pardon, tu entends mon chat qui miaule. Tu es fatigué, tu vas être peut-être plus irritable ou avoir moins de capacité cognitive. 5, il s'appelle 5. Plus je fais ça, plus il va miauler. Alors, je vaut mieux que je lui dise rien. Donc voilà, si au contraire tu viens d'avoir une super nouvelle, et bien tout d'un coup tu vas être pendant quelques minutes tu vas être moins efficace et puis après peut-être plus efficace, etc., etc. En fait, si je te dis comme ça en 2 secondes, soit de mauvaise humeur, bah, tu peux pas être de mauvaise humeur. Mais par contre, si je te dis, essaye de... Ça va, ça te dérange pas le chat? Ça va, moi j'ai le mien qui dort à côté, donc je me suis dit, tiens, C'est vrai. il ne manquerait plus qu'elle arrive après. Réveiller. Je crois qu'on a quelques points communs. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, pardon, je te disais que si je te dis sois de mauvaise humeur en 1 seconde comme ça, bah, tu peux pas, hein, c'est pas possible. Comme si je te disais, si tu étais de mauvaise humeur et que je te disais sois de bonne humeur, c'est pas possible. En revanche, si je te dis écoute, fais le test pendant 3 jours, tu dors 1 heure par nuit. Tu mets de la lumière pendant la nuit et tu te mets dans l'ombre la journée. Tu manges uniquement des choses sucrées, des bonbons, des choses comme ça dans ta journée. Et je reviens vers toi dans 3 jours. Et ben là, 3 jours après, quand même pas hein, d'ailleurs, tu es de mauvaise humeur. Et surtout si tu n'as pas eu ta dose de sucre parce que tu l'avais eu 10 minutes avant, et bien tu vas être de mauvaise humeur. Donc en fait, ce qui va faire qu'on est dans telle ou telle condition mentale, c'est de mettre en application plein de conditions, plein d'universels qui vont faire que tu vas agir comme ci, comme ça.
Et donc, on essaye de se mettre soi-même en condition pour être de bonne humeur, pour être efficace, pour être performant, pour être créatif, etc. Mais jamais directement on y arrive. On peut pas, c'est pas en claquant des doigts qu'on devient performant, créatif, etc., etc. Donc tout ça, c'est à la fois la pensée qui gouverne le corps, mais, bien sûr, qui va faire que tu vas sécréter de la testostérone si tu te sens super puissant. Ou si tu t'imagines super puissant, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire que si ton corps n'a pas les bonnes conditions pour pouvoir s'épanouir, eh bien, tes pensées ne vont pas s'épanouir non plus. Mais alors, à la lumière de tout cela, comment aujourd'hui, toi, définis-tu l'intelligence? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, l'intelligence, je la définis assez différemment de la plupart des gens. En fait, la plupart des gens vont te dire que l'intelligence, c'est une super capacité de raisonner. Donc, ils vont dire que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui pense bien, quelqu'un qui est plutôt matheux, un scientifique, ou quelqu'un qui est un grand érudit, ou quelqu'un qui est capable d'avoir une pensée, je ne sais pas, un philosophe, ou voilà, de ces gens-là, on va dire que ce sont des gens intelligents. Or, moi, ces personnes-là, je les appelle des philocognitifs. C'est le titre de mon livre que tu as montré tout à l'heure. Les philocognitifs, merci ma chère. Donc, j'ai choisi ce mot. Certains disent surdoué, précoce, zèbre, au potentiel, toutes ces appellations. Je pense que, en fait, derrière ces appellations, aujourd'hui, on dit aussi les neuroatypiques, la pensée divergente. Donc, il y a tous ces termes. Et en fait, c'est bizarre parce que quand on emploie chacun de ces termes, eh bien, il y a un inconscient collectif qui est complètement différent au bout du compte si on creuse. Un surdoué, on pense à quelqu'un qui est un peu autiste, qui va être surdoué dans un domaine. Par exemple, il va avoir une super mémoire photographique, ou alors il va être capable de faire des calculs hyper perfectionnés en 30 secondes, etc. etc. C'est Rayman. Exactement, voilà, on va dire le surdoué. Surdoué, tu ne dis pas c'est un surdoué tout seul, il y en a qui disent ça, mais enfin ça ne veut rien dire vraiment. Mais on imagine, on a cet inconscient collectif pour la plupart d'entre nous qui va vers ça. Ensuite, il y a zèbre. Donc zèbre, ça c'est ma copine Jeanne Sofachin qui a inventé ce terme pour parler d'eux. C'est même dans le dictionnaire maintenant. Mais là, on pense plutôt à quelqu'un qui a un drôle de zèbre, justement, à quelqu'un qui a un fonctionnement très atypique, qui est un peu loufoque, qui est un hypersensible. Ce sont ces gens qui perturbent un peu leur environnement. Voilà. Il a pensé en arborescence aussi, on associe aux zèbres beaucoup. Exactement, voilà, cette pensée qu'on pourrait appeler aussi analogique, cette pensée que c'est ça qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, c'est la dite pensée en arborescence. Donc quand on va penser à un zèbre, on va plutôt penser à ça. Même si ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, l'inconscient collectif, ce sera plutôt ça. Ensuite, on va penser à haut potentiel, ou HPI, on va dire haut potentiel intellectuel. Là, tout de suite, si tu lis tous mes confrères, consoeurs qui parlent de HPI, quand on dit qu'est-ce que c'est le HPI, ils vont te dire c'est le HPI, c'est quand tu as un QI élevé. Non, en fait, tu peux pas parler d'un test, c'est pas le test qui fait la clinique, c'est la clinique qui fait le test, tu vois, c'est un peu, je trouve ça un peu absurde de dire les choses comme ça, surtout quand on sait que ce test de QI, il a beaucoup de limites. Alors, tu vois, je l'utilise dans mes études, etc., donc je n'ai rien contre lui dans l'absolu, mais quand même, il a une limite déjà énorme, c'est qu'entre test et retest, dans un tiers des cas, il y a quand même une... Ça va, tu m'entends bien là? Voilà, je sais, ouais, je t'entends. pardon, donc la limite, c'est que dans un tiers des cas, il y a quand même un changement qui peut aller jusqu'à 20 points de différence sur le QI total entre test et retest, tu vois. Pour une même personne. Pour une même personne, et ça peut être en plus ou en moins. Donc, qu'est-ce que tu dis au gars qui arrive, qui a passé son test il y a 3-4 ans, qui revient, on ne sait pas pourquoi, il a besoin, ou un enfant, et il avait 130 de QI, et il a 110. Et tu dis quoi? Ah non, tu l'as perdu.
Dommage. Pardon, on est là. Et ouais, non, en fait, ou alors j'étais pas en forme quand je te l'avais fait passer il y a 3 ans, tu vois. Et non, tu vois, en fait, c'est une des grandes limites de ce test, c'est une photographie de l'instant, mais pas plus que ça. Et donc, en fait, voilà, quand on parle d'un HPI, très souvent, on pense, pardon, tu voulais Et puis dire. j'imagine aussi qu'il y a le stress aussi qui doit rentrer en ligne de compte parce que Évidemment. ça a forcément un impact sur sur la performance. Évidemment, le stress, la fatigue, souvent on a l'habitude, nous les psy cliniciens, moi ça fait des années que je ne l'ai pas fait passer moi-même, je l'ai passé à mes équipes, par mes équipes, mais mon équipe, on a l'habitude de rajouter 3 points quand l'enfant est fatigué ou quand tu vois, quand il est un peu malade ou quand il le passe le soir au lieu du matin. Enfin, ça devient absurde. Enfin, et après, on te dit, ah non, non, c'est très, très fiable, vraiment. Alors, c'est fiable, c'est pas, ça n'est pas fidèle, c'est-à-dire d'une fois sur l'autre, ça n'est pas forcément fidèle. Mais quand même, tu vois, il y a quand même plein de questions à se poser. Enfin, en tout cas, on peut se questionner sur ce test de QI, qui est super intéressant. Il y a plein de choses intéressantes dans ce test, mais en tout cas, il a ces limites-là. Et donc, quand on va définir un haut potentiel, on va dire que c'est un haut QI. Donc, bon, je trouve que c'est un peu délicat. Et puis aussi, quand on va définir un haut potentiel, on va dire un haut potentiel, c'est plutôt quelqu'un qui est un bon élève à l'école. Alors c'est vrai qu'on dit, enfin, mes pères disent toujours, bah non, c'est pas forcément quelqu'un qui est bon à l'école, mais quand même, il y a cette idée, puisque c'est lié au test de QI presque par nature. Et le test de QI, il ne faut pas oublier qu'il a été créé au début du XXe siècle. Il a été créé par Alfred Binet et Simon, et Théodore Simon, parce que on leur avait demandé, Léon Bourgeois, un sénateur, leur avait demandé de créer un test qui permettrait de virer de l'école ceux qui étaient dits débiles, tu vois, et qui ne pouvaient pas suivre un cursus classique. Donc, c'est fait pour ça. Donc, quand on te dit, bah, oui, tu peux très bien être mauvais à l'école et avoir des bons résultats au QI, c'est vrai. Mais globalement, les gens qui ont un haut QI, vu que ce sont des tests qui évaluent les capacités scolaires, en fait, au départ, c'est quand même assez corrélé, tu vois. Donc, oui, pardon. Pardon, c'est moi. On parle aussi de plusieurs formes d'intelligence. Là, le QI, j'ai l'impression que ça mesure que enfin, le côté intellectuel, mais après, on parle aussi des intelligences émotionnelles pour la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Alors ça, justement, ça rejoint ta question initiale. Donc, pour passer les termes, donc tu vois, HPI, que je critique, surdoué, précoce, zèbre, précoce, on parle de quelqu'un qui a une avance. Donc ça veut dire quoi? Tu as une avance quand tu es enfant, puis après tu l'as plus, donc tu es plus précoce, donc tu n'as plus tes capacités. Enfin, c'est bizarre. Pensée divergente ou neuroatypique. Neuroatypique, ça veut tout dire et rien dire. Tout le monde est neuroatypique, puis ou neurodivergent. C'est ce qu'on l'a emprunté, neuroatypique, justement au vocabulaire de l'autisme. Hein, on disait, ils sont neuroatypiques. Et puis après, on a dit, bah oui, mais il y a tous les formes de troubles 10 qui sont neuroatypiques. Et puis après, on a mis les phylocognitifs dedans. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme phylocognitif, mais après, je vais répondre à ta question, que j'ai choisi ce terme phylocognitif parce que pour moi, ça englobe tout ça. C'est-à-dire qu'un phylocognitif, c'est quelqu'un qui a une forte appétence pour le domaine de la pensée et ou de la connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui aime ça, qui a besoin, aimer investir massivement, et cognition, cognitif, c'est le sien, ça, de chat, et cognition, cognitif, qui veut dire la pensée, la connaissance. Donc, quelqu'un qui a une forte appétence pour le domaine de la pensée et de la connaissance. Et en effet, Howard Gardner, tu parles des différents types d'intelligence. Donc ça, c'est la théorie d'Howard Gardner des intelligences multiples, qui va te dire que, alors au début, il te disait qu'il y avait 7 intelligences, puis 8, puis 9, puis 10. Donc l'intelligence mathématique, l'intelligence
kinesthésique, l'intelligence du pied, du doigt, de la main, enfin de tout ce que tu veux. Et puis, voilà, donc 10, et puis là je crois qu'il en a trouvé une 11e, enfin trouvé. Il y en a une en lien avec l'orientation aussi, je crois, savoir s'orienter, se repérer. Enfin, ouais, c'est ça, et la proprioception, etc. Enfin, voilà, il y a plein de... Mais sauf que, enfin, pour moi, c'est complètement absurde. Enfin, c'est pas absurde en soi, sauf que il y a j'aurais je trouve pas mon terme, deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que dans ce cas-là, si on prend les choses comme ça, il n'y en a pas 7, ni 8, ni 9, ni 10. Il y en a des milliers. C'est-à-dire que si quelqu'un, on va dire qu'il a, je ne crois pas que ça existe dans son truc, mais aussi, on va prendre l'intelligence dite logico-mathématique. Des matheux, il y en a de différents types. Tu peux être bon en maths, tu peux être un excellent statisticien, et tu as une bonne pensée logico-mathématique, mais tu peux être nul en statistiques, mais excellent en géométrie, ou dans encore un autre domaine des mathématiques, etc. Si tu me dis j'ai une bonne mémoire, ça ne veut rien dire, j'ai une bonne mémoire. Tu as une bonne mémoire quoi, visuelle, auditive, épisodique, procédurale, etc. Tu vois, c'est complètement différent. Si tu me dis un tel, il a une bonne intelligence émotionnelle. Ah, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'écouter, qu'il est capable de parler, de communiquer. Ça veut dire qu'il est capable de mettre une bonne ambiance dans un groupe. Ça veut dire que tu vois, bon, voilà. Donc, ça veut dire que si tu dis ça, soit tu dis un truc qui est trop rapide et ça ne sert à rien à la personne de savoir qu'elle a une bonne intelligence, soi-disant logico-mathématique, ça lui sert à rien. À quoi ça te sert de savoir? Tu le sais en fait, tu sais en quoi tu es bon, en quoi tu n'es pas bon globalement. Tu n'as pas vraiment un grand besoin d'être évalué pour ça, surtout si c'est pour avoir une réponse aussi gros sabot que ça. Si tu veux avoir une réponse là-dessus, il faut aller hyper finement et dire « Ah d'accord, tu as une bonne intelligence logico-mathématique, alors c'est dans quoi précisément? Alors on va là, ok, mais comme ça, inutile, à mon sens, complètement inutile, sauf un. Et deuxièmement, c'est pour ce mot intelligence. Et là, on entre dans le cœur de je crois, qui nous rapproche aujourd'hui. En fait, je me suis aperçue à un moment, quand même, juste avant d'écrire Le secret des performants, donc mon deuxième livre, je me posais plein de questions sur l'intelligence sur laquelle je travaillais depuis des années. Je pense que si on lit ou relit les phylocognitifs, j'ai dû parler de la phylocognition comme de l'intelligence, tu vois, à l'époque. Mais en tout cas, ça me questionnait beaucoup. Je me disais, en effet, pourquoi c'est les phylocognitifs qu'on considère comme étant intelligents, alors que quand tu vois un sportif qui fait un coup incroyable, un joueur de tennis qui met un revers long de ligne pile exactement où il faut, qui a exactement le placement qu'il fallait en un quart de seconde, même pas, etc. Et on va dire waouh, c'est vraiment intelligent ce qui s'est passé, on sent que c'est de l'intelligence. Et il y a et puis il y a l'intelligence de la nature. Quand tu vois qu'il y a une fleur qui arrive à repousser dans le désert, ou après sur une terre brûlée, tout d'un coup tu as des plantes qui commencent à renaître quelques mois après, c'est extraordinaire. Et tu te dis c'est intelligent. Donc quand tu penses à l'intelligence, tu penses à de la magie, tu penses à quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer, et tu ne sais pas vraiment l'expliquer, mais tu penses plutôt à ça qu'au gars qui est en train qui est en train de faire des calculs mathématiques, tu vois. Et donc je me suis renseignée sur l'étymologie du mot intelligence, d'où ça venait. Donc, intelligence, ça vient du XIIe siècle, et ça vient de religieux. Alors, il y a bataille entre savoir si c'était des religieux français ou anglais. On va dire que c'était des Français. Et ces religieux, eh bien, ils ont voulu parler d'intelligence pour parler de ce côté, ils ne le disent pas comme ça, mais transcendantal, c'est-à-dire de sortir de sa basse condition humaine pour s'élever vers le divin. Tu vois, faire quelque chose de plus grand avec soi-même, en gros. C'était ça l'intelligence. Et ensuite, c'est au XVe siècle seulement qu'on a commencé à parler à donner le terme intelligent. Mais étant donné que Descartes, la pensée cartésienne, c'est après, tu vois, on ne peut pas parler de l'intelligence comme étant la pensée cartésienne. Ce n'est pas ça.
la définition princeps, ce n'est pas ça. Alors peut-être certains vont me dire, bah oui, mais l'évolution, c'est l'usage qui vaut, d'accord. Mais en attendant, même aujourd'hui, quand on pense à quelque chose d'intelligent, vraiment spontanément, c'est tout ce que je viens de te dire, la nature, etc. Et ce n'est que dans quelques cas qu'on va dire, ah, c'est quelqu'un de très intelligent, et là, on comprend tous que c'est quelqu'un qui a une bonne pensée algorithmique. Mais sinon, voilà, ça se discute. Et puis, il y a un autre point qui m'embêtait, c'est que moi-même, je suis philo-cognitive, donc j'adore le domaine de la pensée, de la connaissance. Je crois que je ne suis vraiment pas mauvaise pour ça, et même je fais preuve d'une humilité mal placée en disant ça, parce que je sais très bien que je ne suis pas mauvaise pour ça, d'ailleurs que beaucoup d'entre mes confrères, consoeurs, enfin pas confrères, consoeurs, congénères, pardon, plutôt, pour ce domaine-là, parce que c'est mon truc. Donc je suis philo-cognitive. Et pourtant, il y a des jours, et il y a même tous les jours, certains moments où je suis incapable de formuler une pensée correctement. Tu vois ? Et il y a des gens qui ont, soi-disant, une grande intelligence émotionnelle et qui vont certaines fois blesser quelqu'un parce qu'ils ont dit un mot de travers, ils auront été indélicats, alors que c'est censé être leur fort. Tu vois ? Je me suis dit, mais en fait, il y a une distinction à faire entre une capacité et un état. En fait, quand Garner parle de ces intelligences, ce ne sont pas des intelligences, ce sont des capacités. Et donc là, je suis complètement d'accord. Il y a des capacités, certains ont des capacités mathématiques, ceci, cela. Ça, je suis complètement d'accord. À la différence près qu'il faudrait beaucoup plus faire de sous-catégories. Pardon. Mais un état, ça veut dire que toute philo-cognitive que je suis, ma capacité, c'est une capacité à penser, à réfléchir et une appétence pour le domaine de la pensée et de la connaissance. Toute philo-cognitive que je suis, eh bien, parfois, je vais être en état d'intelligence et donc je vais pouvoir montrer au monde cette capacité, exprimer cette capacité au monde. Et il y a d'autres fois où je ne vais pas être en état d'intelligence et où, au contraire, avec cette capacité qui ne change pas, eh bien, je ne vais rien faire. Je vais commencer à bredouiller, je vais chercher mes mots, je ne vais pas être capable de déployer tout ce que je pense et tout ce que je sais. Donc, et pareil pour celui qui est capable émotionnellement, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'intelligence n'est pas une capacité, que c'est un état. Et donc, à partir de là, j'ai établi ce modèle dont je parle dans Le secret des performants, qui est que évidemment, c'est un continuum, mais j'ai établi qu'il y avait 3 stades de l'état d'intelligence. Le premier stade, c'est, je l'ai appelé l'antiphase. Tu n'es pas en phase avec ton environnement, tu n'es pas OK avec l'univers, on pourrait dire. Et dans ce cas, tu es plutôt dans le rejet, on te rejette, tu vas être... quand tu es en antiphase, en général, c'est facile à identifier parce que tu dis des mais à tout. En général, si tu vas être là, oui, mais. Si tu vois qu'à un moment, tu es dans le oui, mais, c'est que tu es en antiphase. Donc voilà, tu es en antiphase, tu n'es pas bien dans tes baskets, en gros, et donc tu ne vas pas être capable de montrer le meilleur de toi-même à ce moment-là, donc le meilleur de tes capacités, même si c'est la philocognition, même si c'est les capacités émotionnelles, etc. Le oui, mais qui serait par exemple aussi ce que disent beaucoup les contrôlants. Est-ce que ça veut dire que le contrôle, le besoin de contrôle aussi nuirait à la performance ? Ça dépend duquel. En fait, très souvent, les philocognitifs sont des contrôles freaks, comme on dit. Et donc, très souvent, ça les empêche d'être performants. Ça les empêche justement d'être dans leur intuition parce qu'ils vont tout rationaliser. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de philocognitifs, il y a un gros travail à faire quand tu dois agir, tu agis. Tu vois mais arriver pour un philocognitif à transposer, à mettre du contrôle là où ils peuvent vraiment mettre du contrôle et là où c'est nécessaire de mettre du contrôle, comme contrôler ses nuits, c'est-à-dire faire en sorte de se coucher à la bonne heure, de se lever à la bonne heure, d'avoir la bonne adrénaline le matin, la bonne dopamine le matin, la bonne acétylcholine le matin,
et l'après-midi, pouvoir libérer de la sérotonine en étant plus calme, etc. Mettre en place toutes les conditions pour être le plus performant, même dans le repos, même dans la créativité possible. Alors ça, c'est du bon contrôle, tu vois. Le mauvais contrôle, c'est ce que disent les stoïciens, en fait. Quand tu veux contrôler ce qui est incontrôlable, alors là, tu deviens mauvais. Et il y a beaucoup de philo-cognitifs qui cherchent à contrôler plein de choses qui sont incontrôlables. Par besoin de sécurité et pas par souci de performance, en fait. Exactement, exactement. Et c'est un besoin de sécurité, puis parfois aussi de montrer qu'ils sont plus brillants que les autres, tu vois. Et ça m'est arrivé autrefois. Hein. C'est oui, mais tu vois, je veux te couler le bec, te montrer que j'ai raison. On a trop tendance à être comme ça, nous, les philo-cognitifs. Parce que quand tu parles de ces 3 étapes, et la première étant l'antiphase, on reste en lien avec les philo-cognitifs, ou là, c'est des étapes qui fonctionnent pour tout le monde, quel que soit notre profil? Alors, pardon, ça fonctionne pour tout le monde, mais je vais le mettre en lien avec les philo-cognitifs dans une seconde. Donc, premier stade, c'est l'antiphase. Deuxième stade, le stade du milieu, c'est la compétence. Donc, tu es en compétence, ça veut dire que tu vas être OK avec ton environnement, tu vas répondre correctement aux attentes de ton environnement, et là, c'est OK, tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire dans la vie, tu vas pouvoir répondre. Et puis, le stade ultime, donc le Graal de l'état d'intelligence, là, c'est la performance. Donc, vraiment, la performance, c'est le plus haut degré, le plus haut stade de l'intelligence selon mon modèle. Donc, quand tu es en performance, c'est ce moment où tu vas dérouler, où les gens vont se retourner sur toi en disant « Waouh, c'est génial ce qu'elle fait, c'est vraiment super !» Tu vois, c'est ce moment, la performance, où tu crées un effet bœuf et où toi, tu sens ton environnement, tu sens parfaitement. Tu sais, c'est ces moments que les sportifs appellent la zone ou le flow, où tout d'un coup, tu vas vraiment exactement sentir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire au bon moment et agir parfaitement. On dirait que tu as des yeux derrière la tête, tu sais exactement tout ce qui se passe partout. Ça, c'est la performance. Donc la performance, eh bien, ça demande beaucoup d'automatisation, beaucoup de modularité cérébrale. Et voilà. Et donc c'est là que ça peut être antagoniste de la phylocognition, parce que les phylocognitifs ont tellement ce besoin de repasser en préfrontal tout le temps, de tout rationaliser, etc., que parfois ils se tirent une balle dans le pied tout seuls et ils n'arrivent pas à agir. Donc, en effet, pour être un phylocognitif performant, il faut s'entraîner à être beaucoup plus dans l'intuition et dans l'instinct. Hein, l'instinct étant la mise en action de son intuition. Je sens, j'agis. Hein, ça, c'est l'instinct. L'intuition, c'est je sens. Mais après l'intuition, on peut avoir plein de bugs. et les bugs, en général, ce sont des bugs préfrontaux. Et donc, voilà, je sens, j'agis. Ça, c'est la performance. Et je crois que vraiment, les phylocognitifs gagnent encore plus que les autres à être... à apprendre à retrouver leur instinct et donc leur intuition. Et alors, parce que justement, là, tu nous avais parlé de l'intelligence, mais les phylocognitifs, est-ce que tu pourrais nous donner plus précisément ce qui, pour toi, les caractérise, s'il te plaît? C'est assez simple. Alors, autrefois, je disais qu'il fallait pour catégoriser quelqu'un comme un phylocognitif, il fallait qu'il soit bon dans la pensée ou la connaissance. Maintenant, je pense différemment. Je pense qu'un phylocognitif, et je crois que ça englobe vraiment tout ce qu'on a vu avant, tous les termes qu'on a vus avant, c'est quelqu'un vraiment qui a seulement une appétence pour le domaine de la pensée et de la connaissance, ou de la connaissance. Je fais souvent le parallèle avec la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, à peu près tous les 2 jours, eh bien, je rencontre tout le temps des petites dames qui sont toujours là à ma salle de sport. Elles sont 2, 3 et elles sont sur le tapis de course à côté de moi et elles papotent. Et ces petites dames, elles, je sais qu'elles sont là tous les jours parce que si je saute un jour, etc., je vais les trouver. Je sais qu'elles sont là tous les jours. En revanche,
elles papotent et elles se tiennent au tapis et on les sent pas super essoufflées ou à être là à faire un gros effort. C'est un moment social pour elles, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont sportives ou non, ces dames-là? Ben oui, on peut dire qu'elles sont sportives parce qu'elles vont tous les jours à la salle de sport, parce qu'elles ont des codes de sportives. Elles peuvent dire, ben moi le tapis je fais comme ci, comme ça. Elles se connaissent quand même si elles ne font pas l'effort surhumain, mais elles savent quand même ce qu'il faut faire probablement pour pouvoir se pousser, être en VO2 max ou pas, etc. Donc, elles ont des codes de sportifs. Donc si on leur demande, ou si quelqu'un les décrivait, on pourrait dire qu'elles sont sportives. Ensuite, je pense que le niveau, pardon à ces petites dames, mais le niveau au-dessus, ce serait moi. J'y vais que tous les 2 jours, donc au moins souvent. Mais ma séance est organisée pour que j'ai des objectifs que probablement ces dames n'ont pas et que j'essaye de dépasser toutes les 2-3 séances, etc. Donc, ça veut dire que je suis un peu plus sportive, mais je suis quand même sportive, ou je suis peut-être une sportive de meilleur niveau. Je ne sais pas si on peut dire plus ou moins sportif, mais en tout cas, voilà. Et puis, le niveau au-dessus, ça va être, c'est plus souvent des gars que des filles, super musclés, qui vient non seulement tous les jours, mais en plus, qui mange des protéines à fond, qui va faire tout pour muscler son corps, être parfait, qui va beaucoup mieux connaître le sujet que moi, etc. Et le niveau encore au-dessus, c'est mon fils. Mon fils est joueur de tennis professionnel et donc il va à la salle de sport 2 fois par jour. Il connaît très bien. Quand il est là, il me donne des conseils vraiment hyper spécifiques, etc. Donc lui, voilà, c'est un sportif professionnel, un sportif de haut niveau, etc. Donc il y a ces 4 niveaux. Est-ce qu'on pourrait dire que le 3e niveau, il y a un objectif de performance, alors que le 4e niveau, on est dans la performance? Ce qui n'est pas forcément le cas du 3e niveau, même s'il y a un objectif 2. C'est une super question. Je dirais qu'on n'est pas. Là, je le distinguerais complètement de la performance, parce qu'on n'est pas vraiment dans la performance. La performance, c'est quelque chose qui se donne à voir. On est dans l'excellence. C'est ça la différence entre l'excellence et la performance. L'excellence, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Donc là, si on est au niveau de mon fils, on est dans l'excellence. Et même à partir du 3e niveau, on est dans l'excellence. À mon niveau à moi, on n'y est pas. On est dans de la semi-qualité. Donc là, on est dans l'excellence, mais la performance, c'est quand, avec ça, un jour, on arrive à faire un truc surhumain entre guillemets, que les gens vont dire, pour lequel les gens vont dire, waouh, c'est vraiment un truc extraordinaire. La performance, c'est un instant. C'est un instant qui est validé par la communauté. L'excellence, c'est du travail sur du long terme et sur la construction. Et donc, si je reprends mon analogie entre les phylocognitifs et la salle de sport, eh bien, un phylocognitif, on est phylocognitif à partir du 1er niveau, à partir du niveau des petites dames, quand on consomme simplement, quand on a besoin, si quelqu'un rentre chez lui, quand il rentre chez lui, la première chose qu'il a envie de faire, c'est, je sais pas, un sudoku, des mots croisés, ou regarder un documentaire, ou lire un livre, etc. Même si c'est pas la personne la plus brillante que tu aies jamais rencontrée, mais quand même, tu peux le classer dans les phylocognitifs, tu vois. Et donc, on a tous en soi un petit pourcentage de phylocognition. Ça n'existe pas des gens qui s'intéressent vraiment à rien, vraiment l'abruti de base, à moins que tu sois vraiment complètement handicapé. Mais même là, tu vois, tu as toujours un intérêt un peu pour apprendre quelque chose, etc. Certains plus, certains moins. Donc, tu vas avoir un plus petit taux de phylocognition ou un plus gros. Et on va parler de toi comme un phylocognitif à partir du moment où quand même tu consommes de manière significativement plus importante que la plupart de tes congénères. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'intention aussi qui modifie l'intention qu'on met à faire les choses? Bon, il y a aussi des questions de facilité, parce que même un phylocognitif, il y en a peut-être qui ont une facilité ou une plasticité cérébrale plus importante qu'un autre. Mais voilà, par rapport à ton exemple là de la salle de sport et d'aller vers de la performance à l'excellence, est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'intention de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut vivre? Exactement, et ça pose une question, quand tu parles d'intention, ça pose la grande question pour moi, c'est est-ce qu'on peut devenir phylocognitif s'il y a une intention, tu vois?
Ben, je pense que oui. Autrefois, je t'aurais dit non, tu vois. Mais maintenant, je pense que oui. Je fais le parallèle avec, tu sais, ces anciens gros du collège, ceux qui vont te dire, bah, moi, quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais une boule, on se moquait de moi parce que j'étais trop gros, etc. Et puis, bah, tu les retrouves justement à la salle de sport des années après, qui sont comme ça, qui ont pris des muscles, qui ont pris une revanche sur la vie et qui sont devenus sportifs, qui sont devenus vraiment en contrôle de leur corps. Et j'imagine que tu en as rencontré comme moi, des gens comme ça qui te racontent ça. Et donc, bah, tout le monde ne naît pas sportif, il y a des gens qui naturellement, soit parce qu'ils sont intéressés au sport, peut-être parce que dès l'enfance, ils étaient hyperactifs, impulsifs, ou parce qu'ils étaient dans une famille de sportifs, ou parce que, bah, je sais pas, spontanément, ils avaient ça en eux, une bonne énergie, un besoin de faire du sport. Et il y en a d'autres qui ne l'avaient pas du tout naturellement, qui étaient plutôt des éclopés de la vie, pardon, je le dis vraiment de façon provocatrice, mais c'est ça, éclopés dans le sens pas bien dans leur corps et tout ça, puis qui se sont dit, mais un jour, mais merde, j'ai pas envie de ça, et qui sont allés, et qui sont devenus. Donc je crois que ça se travaille, et la phylocognition, c'est pareil. En fait, il y a des gens qui ont été hyper... humiliés, petits, parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école ou parce qu'ils étaient dans un milieu où on ne s'intéressait pas beaucoup ni à la culture, ni à la connaissance, etc., ni au rouage de la pensée, et donc ils n'ont pas développé ça. Je ne sais pas, tu avais une conversation avec eux petits, tu te disais, bon, il n'y a pas une grande lumière, mais ça les faisait souffrir, etc. Et ils vont te dire, ben, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert un livre, et deux, et trois, et 10, et je suis devenue un érudit, et j'ai appris même à penser, à formaliser une réflexion, etc. Et ça, bien sûr que ça existe. Être érudit, ça fait la phylocognition? Ça fait partie, c'est-à-dire que ce sont des personnes différentes. Il y a ceux qui vont être plutôt intéressés par les rouages de la pensée, donc qui vont être plutôt soit des gens qui vont aimer la dite pensée algorithmique, plutôt des scientifiques, enfin pas forcément, parce que la pensée algorithmique peut être aussi chez des philosophes, mais ceux qui vont être plutôt dans une pensée réductionniste, et là pour le coup souvent je l'emploie sur un ton négatif, mais là pas du tout. Donc qui vont essayer de réduire l'information. Tu sais, c'est souvent les geeks, ceux qui aiment vraiment comprendre la mécanique informatique, du codage ou d'une formule mathématique, ou je sais pas, du poker, ou peu importe. Mais vraiment, ils aiment les rouages, ils aiment comprendre les rouages. Et puis, il va y avoir ceux qui, c'est plutôt mon cas, vont être plutôt des philosophes dans l'âme. Donc, ils vont se poser, je pense que c'est ton cas aussi, ils vont se prendre la tête pendant des heures et des années sur des grandes questions philosophiques, la vie, la mort, pourquoi, moi, Dieu, moi dans Dieu, etc. Et la société, comment on pourrait faire pour améliorer la société, etc. Toutes ces grandes questions que ne se posent pas du tout les premiers. Et puis, enfin, il va y avoir plutôt ceux qui vont aimer plutôt accumuler des connaissances, qui vont être les fameux érudits, qui vont aimer savoir des choses. Et tu vas leur parler pendant tout un repas. Ils vont être super contents de te dire que Victor Hugo, à telle date, il était sur l'île de Guernesey, et puis qu'après, ah non, en telle année, il était déjà parti de Guernesey, et puis après, ils vont te parler d'autre chose de l'histoire, tu vois. C'est pas les... Oui, parce que moi, j'assimilais pas la culture à l'intelligence. Pour moi, c'était deux choses différentes. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est une forme de pensée, la culture, c'est une connaissance. Et pour moi, la connaissance n'est pas forcément l'intelligence, même si, en effet, elle pouvait en faire partie. Mais en tout cas, je trouve que c'est un magnifique message. Enfin, celui que j'ai entendu, en tout cas, c'était, j'espère que j'ai bien compris, c'est que même s'il y a un terrain premier, rien n'est prédéterminé et qu'on peut toujours, en fait, évoluer. La génétique nous fait ce cadeau de nous dire ça. Mais c'est aussi une énorme responsabilité. Ça veut dire que
tu vois, et là j'entre volontairement sur un plan très 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 philosophique, c'est que la responsabilité, c'est que qu'est-ce qu'on fait des générations qui suivent? Qu'est-ce qu'on fait de nos descendants? Je crois que vraiment, aujourd'hui, ne pas vouloir, je publie régulièrement sur les réseaux, particulièrement sur LinkedIn, et il m'arrive tous les jours de me faire attaquer quand je parle de performance, tu vois. Encore aujourd'hui, j'ai répondu à une dame très désagréable qui me disait que la performance était épuisante, que c'était pas bien de promouvoir la performance. Je pense qu'elle avait rien compris, parce que au contraire, quand on est performant, ça veut dire qu'on sait utiliser ces rythmes au mieux, de la façon la plus élégante qui soit. On sait quand être en énergie, et quand l'énergie, tu escalades une montagne, et au contraire, quand tu n'as pas d'énergie, tu te forces pas. Quand tu n'as pas d'énergie, la performance, ou en tout cas le chemin vers la performance ou l'excellence, c'est au contraire d'utiliser ce moment où tu n'as pas d'énergie, pas pour te plaindre et pour jouer la médiocrité, la carte de la victime, mais au contraire pour en faire quelque chose, pour être davantage à ce moment-là dans l'analyse, pour être dans la créativité, dans quelque chose de plus doux, de plus soft pour toi, de faire des visualisations, de prendre le temps de te reposer, mais de te reposer sans être malade. Donc, quand tu es quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de la performance, tu travailles sur toi en permanence, non pas pour te pousser à bout comme la performance des années 80, tu sais, allez, on est des warriors, on y va, etc. Mais pour être exactement dans la bonne énergie, l'énergie qu'il faut au bon moment. Et donc parfois ce sont des énergies douces et basses, et parfois ce sont des énergies au taquet. Mais ça, justement, c'est un rythme ultra écologique. Et donc, je crois qu'on est dans une société qui est une société que je pense profondément victimaire, profondément dans la valorisation du fait qu'on a, quand quelqu'un va se plaindre sur les réseaux sociaux, dire voilà, j'ai vécu telle chose horrible, etc. Tout le monde va être là, oh, tout cœur avec toi, emoji, bisou, cœur et tout ça. Et en revanche, quelqu'un qui va promouvoir la performance, ou quand le fait de quand on te dit, les parents, si tu leur dis qu'est-ce que tu veux pour ton enfant, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, ils vont te dire l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. Ce n'est pas vrai qu'ils veulent ça. Et s'ils veulent ça, c'est terrible. Parce que nous ne sommes pas là pour être heureux. Et en plus, parce que le bonheur, tu l'atteins en te déployant toi-même. Tu l'atteins en révélant tes capacités, et pas en voyant tes capacités meurtrer au quotidien et en te disant je vais bon bah c'est bon, j'en tire mon parti, c'est comme ça, je suis pas bon, et c'est pas grave, maintenant je vais essayer de bien boire, bien manger, et d'être bien avec mes copains copines dans la vie. Est-ce que c'est la vision d'un épicurien? Est-ce qu'un épicurien, pour lui, le bonheur, c'est pas juste profiter de l'instant, et peut-être que du coup, l'envie de se dépasser, je vais le dire comme ça, c'est pas plus une vision de philo-cognitif, justement? Je crois pas. En fait, je crois que dans l'épicurisme, il y a cette idée de prendre la vie à bras-le-corps. Il y a cette animalité qui n'existe plus aujourd'hui. Et dans la volonté de puissance de Nietzsche, cette idée que chaque être humain est mu par une volonté de puissance, il y a cet épicurisme. Il parle de Dionysos. Il dit voilà, il faut manger, boire, danser. Et boire, ça ne veut pas dire boire de l'alcool, mais en tout cas, il faut vivre vraiment. Ça, c'est pas du tout l'état d'esprit d'aujourd'hui. C'est au contraire, c'est la petite sécurité, c'est la médiocrité. Je peux pas le faire parce que je suis née comme ça. Je suis désolée, je suis née comme ça. Il n'y a pas cette notion d'épigénétique. Il y a et comment vous faites, madame, pour protéger les faibles, etc. Mais pour protéger les faibles, je leur apprends à pêcher. Je leur donne pas une canne à pêche, du fameux dicton japonais, je crois, ou chinois. Pardon, je leur donne une canne à pêche et je leur apprends à pêcher. Je ne leur donne pas du poisson, pardon. Donc, c'est vraiment... Je crois que cette ère du temps, cette mode de la victime,
est terrible parce que sur le plan épigénétique, on est en train de faire des gens qui sont qui sont des gens qui s'écoutent énormément, qui sont des gens qui vont avoir ces comportements toujours de peur, de sécurité. Et quand quelqu'un va prendre des risques aujourd'hui, on ne va pas le valoriser. On va dire après qu'il a eu de la chance, si ça réussit, si son risque a réussi. Mais on ne va pas le valoriser. On va dire que c'est de la chance, que la performance, la plupart du temps, c'est de la chance. On ne voit pas le travail derrière. Et se porter haut au quotidien, c'est un cadeau qu'on fait à sa descendance. Parce qu'ensuite, quand on procrée, eh bien, on fait des gens qui auront appris à être en bonne santé, qui vont naître avec beaucoup plus de capacité à être en bonne santé physique et mentale et à porter plus haut la race humaine que si on promeut la médiocrité, la victimisation, etc. Et avec mes patients, j'ai plein de patients évidemment qui souffrent parce que sinon ils ne me contacteraient pas. J'ai une patiente merveilleuse qui souffre énormément quand elle a ses menstruations, vraiment ce que beaucoup connaissent, avec l'endométriose, etc. Et bien, on apprend à se porter haut avec la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas que je mette de côté les gens qui souffrent et les gens qui sont pas bien, mais on apprend à se porter haut quand même. Et alors, ce que j'entends dans ton approche, c'est qu'il y a une partie philosophique, il y a une partie aussi liée à ton métier, une approche psychologie clinique, mais il y a aussi les neurosciences. En quoi les neurosciences ont impacté, influencé ta vision des choses et de l'intelligence? À la fois, j'allais dire ça n'a pas du tout influencé, et à la fois ça a influencé énormément. En fait, je dirais que ça n'a pas influencé parce que finalement, j'aurais pas eu besoin des neurosciences pour savoir comment fonctionne un humain de façon générale. Je parle de Nietzsche, évidemment, j'adore Nietzsche. C'est pas que je le cite beaucoup, mais tous les autres philosophes, je sais pas, Sénèque, Marc Aurèle, qui n'était pas vraiment un philosophe attitré, mais tous ces grands philosophes, évidemment, n'avaient aucune connaissance sur le cerveau. Et ça ne les empêchait pas de comprendre bien l'humain et de pouvoir lui apporter des clés. Donc en ça ne m'a pas apporté énormément. En revanche, à un moment, je me suis dit, c'est bizarre de parler de la psyché et de ne pas connaître le cerveau, et de ne pas connaître ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau. Et, et aujourd'hui que j'ai cette connaissance, que je l'ai développée au cours des années, je suis vraiment contente parce que je pense que j'arrive à faire des liens justement entre la philosophie, la psychologie de façon générale. De toute façon, la psychologie est une branche de la philosophie seulement. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc moi, je peux dire que quand je vis telle émotion, il se passe, quand je vis une émotion d'excitation, c'est plutôt mon cortex préfrontal dorsolatéral gauche, donc c'est par là, qui va décharger, tu vois. Et au contraire, quand je suis en état d'inhibition, j'essaie de me concentrer à fond, j'essaie d'éliminer les pensées parasites, là c'est le cortex préfrontal pariétal droit. Et quand je sais ça, et ça me permet d'apprendre dans les deux domaines, et chaque domaine nourrit l'autre. Donc je pense que c'est incompatible, tu vois. Mais est-ce que c'est par exemple notre configuration cérébrale qui créerait notre personnalité? Toujours pareil, épigénétique, madame. C'est vrai que c'est les deux, tout est dans tout. Donc, à la fois notre configuration cérébrale, bien sûr, crée notre personnalité. Tu vois bien chez les enfants, quand tu les vois, ils peuvent être même père, même mère, etc., et avoir grandi dans un environnement qui est à peu près le même, mais ils n'ont pas du tout la même personnalité. Donc, tu vois qu'il y a une composante qu'on aurait dit autrefois innée. Et puis, il y a aussi ce qu'on se forge. Il y a des gens qui te disent, je me suis forgé un caractère, je me suis forgé une personnalité avec le temps. Ils vont dire, quand j'étais petit, j'étais hyper effacée, et puis maintenant, voilà, j'ai appris à. Donc, ça se construit aussi avec le temps, et ça se décide. On n'est pas, c'est vraiment pareil, c'est philosophique, mais c'est le principe de l'existentialisme, c'est-à-dire que tu
tu deviens qui tu es, là c'est Nietzsche, mais je parle d'existentialisme quand même, tu deviens qui tu es dans le sens où tu deviens qui tu as envie d'être, et ça se construit. En tout cas, moi, je ne vois pas le temps passer tellement tout ce que tu dis me passionne. Mais le temps file. Alors, je voudrais quand même qu'on prenne juste un petit moment, si tu veux bien, pour faire le lien aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'on peut difficilement parler d'intelligence sans parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses, toi, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut rivaliser avec l'intelligence humaine ? Tout dépend. Si on parle d'intelligence, si on prend la définition de l'intelligence comme tout le monde, enfin comme étant la phylocognition, alors elle nous a dépassé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. Elle peut compter mieux que nous, 1000 fois mieux que nous. Si tu as des super capacités de, je sais pas, mémoire photographique, l'intelligence artificielle en aura une 1000 fois, 1 milliard de fois meilleure que la tienne. Si tu as des capacités algorithmiques de très bon niveau, l'intelligence artificielle te bat à plat de couture. Si tu te repères bien dans l'espace, de la même façon, etc. Donc oui, là vraiment, il n'y a pas de doute que l'intelligence artificielle est bien au-delà. En revanche, et de l'état d'intelligence, pour le coup, je pense que vraiment la performance et surtout la conscience dans le sens, la conscience du grand tout, la conscience de moi dans l'univers, d'être en phase ou pas en phase avec son environnement, et bien ça, l'intelligence artificielle ne l'a pas encore, en tout cas. Mais je crois qu'en fait, qu'elle nous dépasse ou pas, enfin, je pense qu'elle sera toujours complémentaire. Après, pour les risques, je ne sais pas, il y a des grands spécialistes qui disent que le risque est énorme, il y a des grands spécialistes qui disent qu'il n'y a pas de risque du tout, donc qui suis-je pour pouvoir donner mon avis là-dessus? Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas aujourd'hui faire sans. Enfin, je pense que si on est un phylocognitif digne de ce nom, il faut s'y intéresser énormément, et puis si on est une maman digne de ce nom, il faut vraiment pousser ses enfants à apprendre à utiliser ces outils plutôt que de dire « oh là là, aller à la chasse aux sorcières avec l'intelligence artificielle » ou dire « moi je ne mange pas de ce pain-là, chez moi il n'y en aura pas ». Je crois que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de faire ça, et qu'il faut, même si c'est pour lutter contre, moi je ne veux pas lutter contre l'intelligence artificielle, je l'utilise au quotidien, même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais même si c'est quelqu'un vous êtes ou tu es quelqu'un qui veut lutter contre l'intelligence artificielle, il vaut mieux la connaître de l'intérieur et apprendre à la maîtriser parfaitement, tu vois. Donc, je crois que c'est notre allié aujourd'hui. La question que je me posais par rapport à l'intelligence artificielle, quand on regarde comment Internet a pu modifier nos comportements. Par exemple, quand j'étais jeune, un magazine, c'était des lignes de texte qui n'en finissaient pas. Il n'y avait pas d'intertitre, pas de petits blocs, pas de... Et j'ai l'impression, alors j'ai pas d'études en neurosciences à l'appui, mais j'ai l'impression que ça a changé notre capacité de concentration, mais aussi notre plasticité cérébrale. Quand je vois là des jeunes qui vont surfer très rapidement entre différentes pages internet, moi j'ai même pas le temps de lire, quoi. Donc ils ont une agilité qui n'est pas forcément la nôtre. Par contre, on a peut-être, en tout cas en termes de génération, bon, je fais une généralité, les généralités sont souvent douteuses, mais j'ai cette impression qu'on a une capacité de concentration et d'aller en profondeur qui a peut-être été un peu perdue. Après, on dit aussi que tous les enfants qui sont dans des écrans, finalement, ils sont moins prompts à identifier à l'empathie parce qu'ils n'identifient plus tous les signaux des visages comme on pouvait le faire avant. Donc je me demande, est-ce que l'intelligence artificielle va pas avoir un impact aussi sur notre configuration cérébrale, sur les choses qu'on va développer? Et comme pour tout, hein, on perd quelque chose, mais on gagne autre chose aussi. Hein, donc, voilà, je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. Je n'ai pas plus d'informations que toi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà perdu en capacité attentionnelle, ça c'est sûr. On est tous
moins bons sur le plan attentionnel, même nous qui ne sommes pas nés avec l'intelligence artificielle, et avec les écrans, nous avons perdu en capacité attentionnelle. Donc ça, c'est sûr, mais alors, dans quel type d'attention? Dans l'attention soutenue, on a du mal à avoir une attention soutenue. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'ai plus de mal à regarder un film d'1 heure et demie comme autrefois. Tu te souviens de notre bonne dame, on regardait le film du soir, ça durait 1 heure et demie, parfois 2 heures, et voilà, et ça passait. Aujourd'hui, de regarder un film de l'époque, ça me semble lent, ça me semble menteur. Je trouve ça vraiment, dans la plupart des cas, je me dis waouh, mais comment je faisais? Et j'arrive pas. Alors du coup, je prends mon téléphone, je fais quelque chose en même temps. Tu vois, donc je trouve que c'est assez terrible. Donc on a perdu en attention soutenue, en attention, c'est entre l'attention sélective et l'attention soutenue, parce que c'est pas vraiment de l'attention soutenue quand on regarde un film. Et en revanche, on s'est amélioré en attention divisée et en attention alternée. Donc l'attention divisée, c'est faire plusieurs choses en même temps. Donc être en même temps que je sais pas, un serveur, en même temps qu'il te parle et qu'il te dit le menu, il écoute ce qui se passe en cuisine. Je dis une bêtise, mais voilà, il va avoir toutes ces stimulations en même temps. Il va diviser son attention, c'est-à-dire qu'il aura une moins grande capacité à t'écouter, mais quand même, il va être efficace parce qu'il va réussir à diviser son attention. Et puis, l'attention alternée, c'est la capacité comme tu disais, de switcher, de passer très très vite d'une attention à une autre, à une autre, à une autre. Et ça, nous les vieilles, on a plus de difficultés à ça parce que non, nous les moins jeunes, nous avons plus de difficultés à ça parce que nous avons eu l'habitude de rester pendant des heures sur un document, et même si on a perdu ça, quand même, l'attention alternée est assez difficile pour nous. Donc tu as raison, là où on perd, on gagne, et là où on gagne, on perd. Mais je crois que c'est l'évolution. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que nos cerveaux, pour l'épigénétique, justement, c'est qu'on continue à faire travailler son cerveau, quoi. Il faut lire, se stimuler énormément, se stimuler ou être stimulé énormément. Lire, si c'est pas de la lecture classique, c'est de la lecture audio, c'est des documentaires, toutes les stimulations possibles sont bonnes. Moi, je te disais tout à l'heure que j'adorais TikTok. Vraiment, j'adore TikTok. Et sur TikTok, si tu vois mon fil TikTok, mais pourquoi, pour toi, pardon, eh bien, il y a, je sais pas, Julien Bobroff, un physicien qui nous fait en 1 minute 30, qui explique, je sais pas, la physique quantique en 1 minute 30. Il va y avoir Yann Toucourt, un historien qui va te raconter tel ou tel épisode de l'histoire, etc. Tu vois, tu n'es pas obligé de consommer des réseaux sociaux comme tout le monde le fait pour regarder des tutos maquillage et coiffure, tu vois. Et ça, je crois qu'il faut se forcer, au moins pour l'épigénétique, au moins en tout cas, si on est en âge de procréer, il faut savoir que tout ce qu'on se met dans le cerveau et dans le corps, ou tout ce qu'on ne se met pas dans le cerveau et dans le corps, ça aura une expression génétique particulière, et ça fera que tes enfants, ils auront plus ou moins de propension à. Bon. Et je trouve ça passionnant, mais tous ces sujets-là. Est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais nous transmettre par rapport à ton parcours, tes découvertes, ton cheminement? Si j'avais qu'un message, ce serait d'aller chercher le chaos toujours, d'aller chercher l'inconfort toujours, et justement de ne pas être en quête du bonheur. Non pas que le bonheur, il ne faille pas l'avoir, mais pour avoir le bonheur, il faut chercher l'inconfort. Quand on cherche le bonheur, on trouve le confort, on ne trouve pas le bonheur. Donc, après, on peut discuter longtemps de la définition du bonheur. C'est que bonheur et intelligence ne seraient pas compatibles? Oui, je crois vraiment. Je crois que la quête du bonheur et l'intelligence. C'est-à-dire que évidemment que je souhaite être heureuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je souhaite avoir une vie la plus sereine possible. Mais ce n'est pas ce que je cherche en priorité. Ce que je cherche en priorité, ce que je veux que mes enfants cherchent en priorité, c'est l'intensité, l'excellence,
chercher à révéler, à apporter à la communauté humaine le mieux qu'ils ont en eux, de ce qu'ils ont en eux. Et à partir de là, on trouve le bonheur. Quand la communauté humaine a adoubé, c'est pour ça que tu m'as invitée aujourd'hui. Si j'étais pardon de le dire comme ça va manquer d'humilité, mais tu as compris que l'humilité, c'est pas mon fort et j'ai horreur de cette posture. Je pense vraiment que c'est une posture. Mais si tu m'as invitée aujourd'hui, c'est parce que je suis moi, c'est pas parce que je suis je sais pas comment dire, une psy lambda qui fait son travail de façon complètement modeste et qui n'a rien de plus à apporter. Si j'espère que tes auditeurs, je ne sais pas si on dit comme ça, nous écoutent, s'ils sont là, c'est pour voir des gens qui sont un peu exceptionnels, qui sortent du lot. Donc forcément, ils cherchent aussi la performance. Donc si je souhaite que mes enfants soient à ma place aujourd'hui, qu'on les contacte un jour pour dire parle-nous de ton sujet parce que tu es parmi les mieux placés pour en parler. Tu vois, et ça apporter quelque chose à la communauté humaine. Je ne suis pas payée, toi non plus, pour être ici. Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est chouette pour moi? Parce que j'ai besoin pour moi-même, avant d'apporter quelque chose à la communauté, j'ai besoin pour moi-même, pour me sentir bien, d'être adoubée par une communauté, par la communauté humaine. Et si je faisais la même chose, mais dans mon coin, sans jamais parler sur les réseaux, sans jamais être mise en lumière, ben, je me flétrirais et je me dirais oh, ça n'intéresse personne ce que je fais, à quoi bon, etc. Pourtant, je ferais la même chose, tu vois. Donc vraiment, il faut il n'y a pas mieux pour être heureux que de contribuer à la communauté humaine et pas seulement de venir prendre et de dire moi je suis juste là pour être heureux, j'ai pas d'ambition particulière, tant que je suis heureux ça va, je prends à boire, à manger dans la communauté, en même temps je sors pas la tête du rang, hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous déranger, mais je suis juste là pour consommer. Bah non, ça me va pas. J'aime beaucoup ta notion de contribution à travers l'idée d'aller chercher sa performance, son excellence, de se développer, de montrer aussi, de partager ce qu'on a appris. J'aime beaucoup ton esprit de contribution. Ben, merci beaucoup Fanny, merci, c'était passionnant. Moi, je trouve qu'on aurait pu en faire encore des heures, mais une autre fois, on fera ça. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci aussi à toi qui nous a regardé jusqu'au bout et n'hésite pas à partager cette vidéo à tous ceux qu'elle va sûrement intéresser et puis merci encore Fanny pour ce sujet mais passionnant.